Acheter des SR20, c'est de la merde. Voilà, commencez à rager tout de suite dans les commentaires, c'est parti. Salut les potos. Bon alors aujourd'hui c'est spécial, je vous ai déjà parlé de ma première voiture de drift, la E36. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien juste ici. Et maintenant, il est temps qu'on parle de ma première voiture de drift qu'on a préparée nous-mêmes. Et je dis on, parce que cette caisse, c'est le résultat d'un nombre incalculable d'heures passées dans un garage par des potes qui ont tous leur spécialité et leur savoir-faire, mais dont aucun n'avait préparé une voiture de A à Z jusqu'ici. Cette voiture, c'est plus qu'une bagnole de drift, c'est une aventure entre potes. Commencez pas avec vos pensées dégueulasses. Alors désolé, je l'ai pas forcément lavée, je l'ai pas fait briller pour cette vidéo, tout simplement parce que très bientôt elle va se retrouver complètement à poil. Je vais lui arracher sa déco pour recevoir sa nouvelle carrosserie avant de passer à la déco chez Covering Workzone. Mais il y aura bien sûr une petite vidéo là-dessus, donc vous inquiétez pas, l'arrachage de Covering, je vais pas le faire tout seul. Je pense que je vais y prendre pas mal de plaisir. Ah oui, et si je brille, hein, je brille, c'est normal, ce qui fait à peu près 780 degrés dans le garage. Ça explique pas du tout pourquoi je l'ai pas lavé, mais je me suis dit que ça passerait bien. Donc on se fait ça à la cool, dans le garage. Pourquoi dans le garage? J'aime bien les faire dehors, ces vidéos, mais en fait, elles passent pas, je peux pas sortir. Bon déjà, pourquoi une Supra? Alors il y a deux raisons. La première, et j'imagine que je suis pas le seul, j'ai grandi avec les films Fast and Furious. Et évidemment, j'ai toujours eu deux caisses de rêve, c'était la Supra et la Skyline. La Skyline, on en reparlera dans une autre vidéo très bientôt. Du coup, le jour où j'ai eu l'occasion de préparer une Supra, vous doutez que j'ai foncé. La seconde raison, c'est qu'à l'époque, on est à peu près mi-2016, fin 2016, j'avais une S14 qui m'avait fait passer une année de merde que j'aimais pas vraiment, hein, on va pas se mentir, et j'avais un sponsor qui était spécialiste des Supra en France et qui m'a proposé de faire la prépa de la caisse si je prenais une Supra. Donc on a trouvé un châssis de Supra sans moteur, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà un JZ que j'avais acheté pour la S14, et c'est parti de là. Alors, dans la première vidéo de la petite playlist que je vous mets là, c'est toute la prépa de la Supra. Il y a la première vidéo, c'est un burn avec cette Supra. Il y avait encore un moteur dedans, mais il n'était pas à moi. Donc voilà, en gros, j'ai acheté que la caisse. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu avec le sponsor en question. La prépa avançait pas. Il y a eu pas mal d'autres soucis et après plus d'une année durant laquelle j'ai roulé avec la Skyline Drift & Fun, et ça c'était carrément cool. La Supra, elle avait toujours pas avancé alors qu'elle commençait à revenir vraiment très cher, les pièces et tout, voilà, ça faisait beaucoup d'argent pour une voiture qui roulait pas. Du coup, avec les potos, on a décidé de la rapatrier à la maison avec toutes les pièces et de la préparer nous-mêmes. Bon, de toute façon, on n'avait pas trop le choix en fait. C'était carrément un défi parce que je vous l'ai dit, aucun de nous n'est préparateur. Alors, heureusement, dans la team, on a des mécanos, des soudeurs et surtout des débrouillards qui savent à peu près tout faire. Je parle pas de moi. Comment ça, vous aviez compris? On va faire un petit résumé de ce qui a été fait sur la caisse et on va commencer par le châssis. Abonne-toi si t'aimes les beaux châssis. Je l'ai posé là, comme ça, je me suis dit que ça passait. Déjà, on a découpé toute la tôle qu'il y avait sous les parties en fibre de la carrosserie, donc par exemple sous les ailes arrière, etc. Et ensuite, on a posé le kit carrosserie Redox, qui avait été fourni à l'époque par Grams en Angleterre, pour enlever quelques kilos. Alors, une Supra, c'est lourd. Voilà, je préfère vous le dire direct, c'est plus de 1600 kg à vide d'origine. Ensuite, on a monté des trains avant-arrière Wisefab. Alors à l'avant, ça permet de pouvoir régler le train dans tous les sens et d'augmenter évidemment le rayon de braquage. Alors je ne saurais plus vous dire combien de degrés, il me semble que c'est 62 ou 58, je ne sais plus. Et à l'arrière, ça permet aussi de régler le train dans tous les sens. Et sur une Supra, c'est indispensable parce que d'origine, ça n'a pas du tout les réglages, les possibilités de réglage qu'il y a sur le train arrière d'origine, en tout cas pour le drift, ça va pas. Parce que le but en drift, c'est d'avoir les pneus arrière les plus à plat possible pour avoir le plus de surface au sol et passer le plus de puissance au sol pour aller le plus vite possible, avoir de l'adhérence. Parce qu'on va en reparler aussi bientôt dans une vidéo, j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il faut que je fasse plus détaillé. En drift, on cherche du grip, on ne cherche pas à faire glisser la voiture. Le but, c'est pas que la voiture elle glisse toute seule, c'est tout l'inverse. Le but, c'est qu'elle grippe le plus possible, et c'est pour ça qu'après on met des chevaux pour arriver à la faire glisser en allant vite. Bref, ça, on va en reparler
plus tard. En tout cas, pour aller chercher du grip et des bons réglages, le train arrière Wisefab, il est vraiment efficace et il permet à la suspension de travailler correctement. Justement, puisqu'on parle de suspension, elle est posée sur 4 combinés filetés CK qui sont juste géniaux, parfaits sur ce châssis. Ils me permettent sur chaque circuit de trouver des réglages parfaits. C'est à ça que je juge des suspensions. Quand j'arrive toujours à trouver le réglage qui me donne le grip et surtout le feeling que je veux, bah pour moi c'est vraiment le truc révélateur d'une suspension au top. En parlant de CK, on lui a aussi collé un kit gros frein. J'ai l'impression de jeter une encre dans le bitume, de me faire enlever 3 vertèbres, de me faire annuler ma diarrhée. Non, ça c'est immonde. Et en plus, ça reste carrément dosable. Tout ça chaussé avec des Eknova RS606, R1, R4 ou Super Sport, selon le circuit et les conditions. Ça aussi, on en a déjà parlé. C'est important de choisir le bon pneu par rapport au circuit, à la voiture, au réglage et à ce qu'on leur demande. C'est pas un pneu qui va être le meilleur tout le temps. Bref, on en a déjà parlé, mais si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire. On peut en reparler. C'est pas un problème, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et qui est complexe. Le résultat, il est juste parfait entre le châssis, les pneus et les suspensions. Là-dessus, franchement, c'est cool. À l'arrière, on a posé un réservoir ATL de 30 litres avec 2 pompes 380 litres heure, beaucoup, et un réservoir tampon de 3 litres, un filtre et des clapets anti-retour. Alors, les clapets anti-retour, on va en reparler. Évidemment, un aileron fat de sa mère, hein, parce que bah, ça fait de l'appui aérodynamique. Bon, on s'en bat les couilles. C'est plus pour regarder passer Kevin, 15 ans, dire l'aileron de Jackie. Alors, si sur certains circuits, quand ça va vite, on sent vraiment l'effet de l'aileron, mais faut aller vite. Voilà, c'est sur les circuits où ça va vite, Nogaro par exemple, ou Cran-Ternois. Sur des petits circuits, non, ça n'a pas d'effet, mais en fait, c'est pas l'objectif principal de cet aileron. Déjà, tu vois, l'apéro aussi, très pratique. On a aussi installé des cylindres blocs Powerflex sur tous les trains, sur les supports de pont par exemple, des supports moteurs renforcés. Mika est passé par là pour poser l'arceau custom cage multipoint histoire d'être aux normes pour pas se faire défoncer par les droïdes. Hein. Et au passage, bah, ça rigidifie aussi encore le châssis, même beaucoup. Je m'attarde beaucoup sur le châssis parce que pour moi c'est vraiment le truc primordial. Ça passe largement avant le moteur et la puissance. Quand tu as un châssis optimisé au max, qui te permet d'avoir le grip que tu veux et le feeling parfait, ben, tu peux t'adapter à n'importe quelle puissance. C'est beaucoup plus facile de perdre du grip quand c'est galère et que tu n'y arrives pas parce que ça grippe trop, que d'aller en chercher quand t'en as pas. Le châssis, il est 100 fois plus important que le moteur. Et quand on a commencé cette prépa, j'ai dit que j'aimerais faire un châssis qui grippe comme une caisse de grippe, que je voulais un truc qui grippe tellement que ça va être très difficile à rouler. Et la plus grande satisfaction quand on fait une prépa, c'est d'arriver à l'objectif qu'on s'est fixé au début. Et là, bah, c'est carrément le cas. Cette caisse, elle grippe tellement fort que même avec 600 chevaux, elle est vraiment pas facile à faire glisser. Mais c'est ça qui fait qu'elle peut aller vite. Justement, on parle de chevaux, on passe à la partie moteur. À la base, on y avait installé le 1JZ qui était prévu pour la S14, qui s'est finalement la S14 retrouvée chez le poteau Michael Perrotet et qui a fini par quand même lui coller un JZ. Et depuis, elle est cool. Avant, il y avait un SR20 et c'était de la merde. Acheter des SR20, c'est de la merde. Voilà, commencez à rager tout de suite dans les commentaires, c'est parti. Donc le 1JZ qu'on a monté dans la Supra, il marchait super bien. C'était un vrai régal à rouler avec environ 500 chevaux et des montées dans les tours d'un autre monde. Mais malheureusement, le 1JZ, il a cassé à Nogaro en 2019. On va en reparler. Du coup, on lui a collé un 2JZ avec la culasse du 1JZ. Principalement parce que ça permet de garder les mêmes collecteurs d'admission et d'échappement, mais il paraît aussi que ça fait gagner un peu de perf. Pour ceux qui ne savent toujours pas quelles sont les différences entre le 1JZ et le 2JZ, bah, je vous mets un lien juste ici pour vous éclairer un peu. Et puis bah, si avec ça vous n'avez toujours pas compris, achetez un SR20. C'est de la merde. Au final, ça donne ce qu'on appelle un 1.5 JZ, c'est un 2JZ avec une culasse de 1 JZ, donc ça reste un 3 litres, etc. etc. Là-dessus, on a une admission renforcée. On va reparler tout à l'heure de pourquoi elle est renforcée. Des injecteurs 1000cc, un collecteur Cinco Customs en twin scroll. Ah, twin scroll, c'est ça. Quand, là, il y a deux entrées. Ça va sur le collecteur. Et le collecteur, il est pareil. Et voilà, c'est cool. Ça permet d'avoir un turbo plus réactif et qui charge plus tôt. Le turbo, justement, c'est un turbo système HTX40. Sur roulement, il charge vraiment plus fort et plus tôt que le Allset HX35 qu'il y avait au début. C'est celui qu'on vient de voir. Il y a un échangeur Mishimoto, une Westgate Turbo Smart 45 il me semble, une dump valve Grady, tout ça est géré par un boîtier Max EQ Race et un faisceau sur mesure, le tout installé et programmé par MKprog 33.
pour sortir entre 500 chevaux et plus de 600 chevaux selon la pression de turbo choisie. Il y a 3 pressions programmées, un bar 2, un bar 4 et un bar 6. Alors évidemment, elle fonctionne à l'éthanol. Max a même programmé un launch control. C'est pas conseillé de jouer trop souvent avec, ça défonce tout, principalement l'embrayage. Voilà, j'en profite d'ailleurs, oui, ça c'est important. On dit launch control et pas lunch control, parce que sinon ça veut dire que tu contrôles ton repas et c'est complètement con. L'embrayage, c'est un Tilton triple disque censé tenir 1500 Nm. Alors je dis censé parce qu'en drift, quand on bloque les roues 3 fois dans le même virage et qu'on renvoie 600 chevaux d'un coup dedans, l'embrayage il prend tellement cher que même le plus gros des embrayages, il va s'user plus vite que prévu. En tout cas, jusqu'ici, il tient le coup. Il est monté dans une boîte BM diesel, tout simplement parce qu'une boîte de Supra, ça vaut 5000 balles. La boîte BM, elle est au moins aussi solide et surtout, elle coûte beaucoup moins cher. Abonne-toi si t'aimes quand c'est moins cher. On a pu monter cette boîte grâce à un kit d'adaptation qui est dispo chez Drift Shop. Et pour finir sur la transmission, c'est un pont d'origine de Supra soudé et pas un autobloquant. Alors pourquoi pas un autobloquant? Eh bien tout simplement parce qu'un autobloquant de Supra, ça te fait un trou dans le budget plus profond. Mais ce que je perds en vivacité sur les transitions à cause du pont soudé, parce qu'il faudra qu'on parle de ça aussi, je le récupère sur le grip de ouf de la caisse, donc voilà, disons que ça va. Au niveau des internes du moteur, il est 100% stock. La culasse, elle a été remise à neuf, on a mis un joint de culasse neuf, des coussinets de bielle neuf et toute la visserie ARP. Alors c'est de la visserie renforcée pour ceux qui connaissent pas. Certains vont me dire que j'aurais dû forger. C'est pas faux. Si vous êtes de cet avis, n'hésitez pas à me demander mon RIB en privé et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. J'ai fait le choix de ne pas forger parce que oui, ça coûte très cher et un 2JZ, ça sort 600 chevaux stock sans trop de problèmes. Alors attention, je dis sans trop de problèmes, mais je dis pas qu'on est à l'abri d'une casse. Même les moteurs forgés les plus ouf et les plus chers cassent. Alors forcément, un moteur pas forgé qui se fait massacrer à chaque sortie, il y a un risque. Mais on essaie de limiter ce risque avec un entretien vraiment poussé. Par exemple, je fais une vidange à chaque sortie pour remettre de l'huile neuve. Et d'ailleurs, vous avez toujours 10% de réduction chez Kenol avec le code SwitchRider10, le lien dans la description, tac tac tac. C'est surtout pour vérifier qu'il n'y a rien dans l'huile, comme de la limaille par exemple. Ça voudrait dire que les coussinets, ils ont pris cher et ça éviterait de passer une bielle à travers si on ne voit pas la limaille en faisant la vidange. Évidemment, avec un châssis qui grippe autant, l'idéal, ça serait de forger et d'aller chercher 800 chevaux, mais c'est un budget tellement énorme. Je pense que rouler avec une voiture difficile, qui nécessiterait plus de chevaux pour être vraiment à l'aise, ça me permet en fait d'apprendre en termes de pilotage et ça c'est cool. Puisqu'on parle de ça, on va parler un peu de fiabilité et des galères qu'on a eues avec la Supra. Alors la première, la plus grosse, elle est arrivée à Nogaro en 2019. Alors c'est assez tard parce que jusque là il y avait eu absolument zéro galère depuis que la voiture elle était finie. Ce qui était déjà complètement ouf pour une voiture montée par une bande de potes, pas forcément spécialistes ni préparateurs. On avait pu participer à la finale du CFD à Albi l'année d'avant sans jamais mettre les mains dans la mécanique. On avait tourné 2 vidéos sans avoir aucun souci, donc c'était déjà vraiment ouf et super bien. Mais Nogaro, c'est un tracé qui est rapide, exigeant avec la mécanique et surtout long. Et il a fait apparaître des défauts qu'on ne pouvait pas voir avant. Le premier, ça a été une faiblesse du collecteur d'admission. À Nogaro, du déclenchement au 4e virage, j'avais le pied au fond tout le long. Ça fait vraiment longtemps, et avec un bar 5, un bar 4 ou un bar 6, je sais pas comment je roulais là-bas, de pression de turbo plus la chaleur, le collecteur d'admission, il a fissuré. Mika, il a réparé 2 fois, et on a continué, ça a tenu. Et le fait d'être longtemps à fond comme ça, ça a ensuite fait apparaître un problème bien plus grave. J'avais fait une erreur de placement dans les clapets anti-retour des pompes à essence et il y a une des pompes qui s'est mise à déconner sur les longues charges. Donc on ne pouvait pas voir cette panne avant, il n'y a que là que ça pouvait arriver. Et l'autre pompe, elle s'est mise à tout envoyer dans la seconde et dans le sens inverse du circuit d'essence. Résultat, la pression d'essence, elle tombait à peu près à la moitié du tracé et on n'arrivait pas à trouver ce qui se passait. On a cherché partout et malgré le fait qu'on n'ait pas trouvé le problème, qu'on n'ait pas identifié la panne, on a décidé de continuer quand même, en sachant qu'il y avait un risque pour la mécanique. Mais quand tu as fait 10 heures de route pour venir et que tu es chaud comme un fan de SPL devant le rayon ampli de chez Feu Vert, tu t'en bats les couilles. À refaire, je le referai. Le problème d'un moteur qui roule avec des pressions d'essence trop basses, c'est qu'il roule pauvre. C'est-à-dire qu'il a un volume d'essence trop faible par rapport au volume d'air admis et ça trouble les pistons. Et c'est exactement ce qui s'est passé au 2e passage qualif. Alors je vous mets la vidéo complète du week-end juste là.
si vous avez envie de revivre le truc en entier. C'était un week-end un peu compliqué, mais bon voilà. Du coup, moteur cassé, c'est suite à ça qu'on est passé au 2JZ et surtout qu'on a installé des capteurs de pression d'essence, des sondes de GT et d'autres capteurs un peu partout. Et on a modifié le circuit d'essence évidemment pour plus que ça arrive. Et justement, après le passage au 2JZ, c'était le CFD à Croix-en-Ternois. Et là, on n'a pas eu de casse, mais on a eu des problèmes tout le week-end avec la pression de turbo. Alors pour ceux qui l'ont pas vu aussi, c'est pareil, je vous mets la vidéo juste là. On a tout essayé, on n'a pas trouvé la solution sur place et on a compris un peu plus tard qu'en fait le turbo c'était un Holset HX35 et il était très bien avec un 2,5 litres, donc un JZ, mais il était beaucoup trop petit pour un 3 litres, le 2JZ, tout simplement. C'est à ce moment-là qu'on a décidé avec Max de MKProg 33 de monter le turbo système HTX 40 et depuis c'est la folie. Haute casse, une boîte de vitesse à Mérignac pendant l'entraînement. Alors bon là c'était de ma faute, voilà, j'avais mal engagé la 5 sur un tour de refroidissement, ça a tout rongé à l'intérieur jusqu'à ce que ça pète. 2 semaines après, j'ai cassé les cardans et un pont à Mérignac au CFD. Alors bon, ça les casses de transmis, ça arrive tout le temps, à tout le monde. C'est logique encore une fois, quand on envoie 600 chevaux, voire plus dans des cardans, dans une boîte, dans un pont, et qu'on bloque tout plusieurs fois dans le même virage et qu'on remet tout d'un coup, imaginez les tartes que ça prend, l'histoire. C'est abusé, c'est de la torture. Le même week-end, j'ai aussi eu des coupures à cause de la pluie qui tombait vraiment fort et des grosses flaques qu'il y avait sur tout le circuit. Parce qu'il pleut tout le temps à Mérignac. Après ça, Max a fait des modifs pour que ça arrive plus. Voilà, au final, si on fait le compte, pour une voiture montée par une bande de potes passionnés dans leur petit garage amateur, je trouve que ça fait pas tant de casse que ça. Et surtout, après chaque galère, on a retenu la leçon, on a appris de nos erreurs et on a amélioré la voiture. Et malgré ça, des pannes et des galères, il y en aura d'autres, des erreurs aussi, et c'est normal. Donc vraiment, et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que quand on est extérieur à tout ça, on s'en rend pas vraiment compte. Surtout que les teams qui osent parler des pannes et des casses se font relativement rares. Ça vous donne souvent l'impression qu'on est les plus poissards du monde parce que nous on vous dit tout et on s'en bat un peu les couilles. Alors bien sûr, il y a des voitures plus fiables que d'autres. Des voitures qui ont été fiabilisées pendant plusieurs années, d'autres qui sont en développement. Moi perso, je pense qu'une voiture, elle est toujours en développement. On essaye toujours de l'améliorer, donc forcément on met de nouvelles pièces et potentiellement de nouvelles casses. Mais vous verrez que souvent les voitures les plus fiables ont toujours un problème à un moment donné. Par contre, vous le saurez peut-être pas, parce qu'il faudrait que les gars en parlent et en général, personne ne dit rien, on répare, on passe à la suite. Alors attention, je critique pas, mais d'une part, ça fausse un peu votre vision des choses à vous qui voyez tout ça d'un point de vue extérieur. Et surtout, souvent, c'est les mêmes gars qui aiment bien s'amuser à critiquer la fiabilité des autres, alors qu'ils cassent et ils réparent en scred. Et ça, je trouve ça génial. Encore une belle fripotée de langue de dame peu effarouchée, ça hein. Et puisqu'on parle de prépa, de casse et tout ça, vous vous posez souvent la question de combien ça coûte à construire une Supra comme celle-là. Et ma réponse, elle va vous décevoir parce que, j'en sais rien. En gros, sans mes potes qui ont passé des heures, des semaines, des mois dessus, elle n'existerait pas. Et si on calcule par rapport au prix de la main-d'œuvre chez un préparateur, je pense qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sans mes sponsors et partenaires qui ont fourni beaucoup de pièces et de matériel, elle n'existerait pas non plus. Et chaque sticker qui est sur cette voiture, elle représente une marque ou un partenaire qui nous a aidés pour la construire et qui nous aide à la faire rouler. Il n'y en a aucun qui est là pour rien. Et si on essaye de calculer combien ça aurait coûté en pièces s'ils n'avaient pas été là tous, là aussi, je pense qu'on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et même avec tout ça, on se dépâte, hein. Parce que des fois, les petits détails qui coûtent super cher, par exemple, c'est dégueu. Par exemple, le circuit d'essence, quand j'ai commandé les raccordages qui sont obligatoires, ça va coûter plus de 1100 euros, juste les raccords. J'étais pas prêt. Après, vous voyez quand même qu'il y a quand même un minimum de budget parce que c'est des Panzani, hein. Faut pas se laisser abattre. En gros, pendant 2 ans, j'ai mis tout ce que j'avais, le moindre euro dans cette voiture. En plus de l'aide apportée par mes potes pour la méca et mes sponsors pour les pièces, bien sûr. Donc sa valeur, elle est incalculable. Pas seulement financièrement, parce que cette Supra, c'est le résultat du travail et de l'acharnement de toute une team, de toute une bande de potes. Et même à me faire rouler, ça revient très cher. L'essence et les pneus, bien sûr, mais aussi les casses. Parce qu'on vient d'en parler, vous voyez que sur des caisses de course, avec tout le talent et le budget du monde, la fiabilité, c'est un truc qui reste relatif, même en Formule 1, en WRC, etc. Et tous ceux qui vous diront le contraire, sans vouloir être méchants, c'est des menteurs. Donc ça c'est fait.
Donc c'est pour ça qu'à ceux qui me demandent combien ça leur coûterait de se monter une caisse de 500 chevaux pour se mettre au drift, bah, je leur réponds que si vous avez un budget important, bah alors c'est cool. Mais sinon, le mieux, c'est de débuter avec une voiture pas chère, qui sera plus fiable parce que moins poussée, qui coûtera de toute façon moins cher à réparer et moins cher à rouler, et de se lancer comme ça et trouver des sponsors pour ensuite avancer. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faudra faire une vidéo à ce sujet-là. Parce que sinon, c'est un coup à faire un crédit en milieu d'année pour pouvoir finir la saison. Alors, je déconne pas, ça m'est arrivé en 2016. Je le paye encore. Mais bref, on refera une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un truc complexe et que je trouve super intéressant. Et puisqu'on en est à vos questions, je vous ai demandé de poser les vôtres dans ma story Insta et celui de la team. Alors, pour ceux qui n'y sont pas, je vous les mets là, hein. J'ai sélectionné quelques-unes de vos questions. Alors, pas toutes, parce qu'il y en a qui étaient clairement claquées. Bon, vous m'avez beaucoup fait rire, mais par exemple, c'est quel stage la Supra? Alors, j'y ai répondu hein, dans la story, mais ça, c'est vraiment un truc, je veux qu'on en parle là, maintenant, tout de suite. Je sais que c'est pas le sujet, je m'en fous. C'est quoi cette merde d'histoire de stage? Déjà, de 1, bon, bah, j'ai jamais compris, c'est peut-être pour ça que ça me saoule, mais c'est de la merde, on est d'accord, c'est complètement con, ça. Stage 1, 2, 3, 4 et 6 bis, 7 B, comment ça marche? C'est quoi comment tu dis, moi j'ai un stage 3+, c'est ça le truc, 3+, 2+, c'est de la merde, voilà, parce que telle marque, elle peut appeler un embrayage stage 4, un truc à 100 balles sur eBay tout claqué, ou un Tilton triple disque qui te... Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je sais pas pourquoi ça m'énerve autant. Mais ça va beaucoup mieux en tout cas, merci. Bon, sinon la question la plus fréquemment posée, c'est quand qu'elle ressort. Alors c'est une bonne question, c'est une des dernières fois que vous la voyez comme ça, puisque je vais bientôt lui retirer sa déco. On va le faire ensemble dans une vidéo d'ailleurs, parce que ça devrait être fun. Et on va installer la nouvelle carrosserie pour l'emmener pour la pose de la nouvelle déco. Après, elle sera prête à ressortir. J'espère que ce sera le plus vite possible. Évidemment, ça a pris du retard avec tout ce qui s'est passé. Pour le moment, j'attends la carrosserie et ensuite, je pourrai avancer un petit peu plus. Pourquoi tu mets pas un RB dans la Supra? Je vous l'avais dit qu'il y avait des questions qui étaient complètement claquées. Déjà que dans la Sky, on a viré le RB pour mettre un JZ. Ça me file de la nausée. Mettre un RB dans une Supra, c'est comme si un sprinter se tirait une rafale de calage dans la jambe 3 minutes avant le départ d'une course. Dégage. Est-ce que passer de la Supra à la M3 et donc du volant à gauche au volant à droite, du volant à droite ou du volant à gauche, ça fait bizarre? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et vraiment, non, ça change rien du tout. En 2 minutes, on s'y fait même pas. Alors pour ceux qui ont testé le volant à droite, dites-moi ce que vous en pensez, mais mettez un commentaire, expliquez-nous. Mais moi, perso, ça me perturbe pas du tout. Je vois même pas la différence. Quelle est la conso de la Supra? Alors celle-là, elle revient aussi souvent. C'est en gros 30 litres pour 3-4 tours. Selon le tracé. Ça paraît beaucoup, mais la M3 c'est pire. On en parlera dans la vidéo pour présenter la M3, vous allez voir que c'est un truc de fou. Combien t'a coûté la Supra à la base? Comme j'ai acheté le châssis sans moteur, elle m'a coûté 3000 €. Et il y avait juste voilà, la coque en fait. C'est un châssis qui venait du Japon, qui est passé par l'Angleterre et voilà, qui s'est retrouvé là du coup. Quel est son poids? Alors ça c'est une bonne question, j'en ai pas parlé, elle pèse un peu plus d'une tonne 6. Alors oui, c'est lourd, c'est très lourd même. On l'a allégé, mais on a aussi rajouté un gros arceau, etc. Il reste beaucoup de kilos à aller chercher. Pour aller les chercher, c'est un gros budget. Pour le moment, je trouve qu'elle va bien comme elle est et je préfère travailler mon pilotage avant d'investir dans plus de budget dedans. Je sais qu'elle peut déjà aller très vite comme ça, que je ne suis pas arrivé au bout de ses capacités, donc je préfère arriver au bout de ses capacités avant de réinvestir. Autre question, elle va devenir quoi maintenant que tu fais le CFD avec la M3 Banesport? Alors ça, c'est vrai qu'on me la pose beaucoup, je comprends. Vu la situation, c'est vrai que les options pour 2020, elles sont devenues très limitées, puisqu'en dehors du CFD, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés ou reportés. Pour le moment, on attend toujours d'être fixé sur ce qui est maintenu ou pas. Je pense que pour ce qui est de 2020, elle va surtout faire des vidéos. Pourquoi pas quelques compètes hors CFD si elles ont lieu. Mais c'est vraiment pas gagné, en tout cas celle où je voulais aller. Donc en tout cas, pour répondre à ceux qui se posent cette question-là ou à d'autres, n'imaginez pas une seule seconde qu'elle soit en vente ou en train de moisir dans un garage. C'est pas du tout le projet. Elle a des trucs bien plus intéressants à faire. Alors on m'a demandé aussi pourquoi on met pas le radiateur d'eau dans le coffre pour équilibrer les masses. Alors déjà, pour dire ça, j'imagine que tu connais la répartition des masses de la Supra. Si un jour je venais à le faire, j'aurais d'abord allégé au maximum l'intégralité de la voiture. C'est pas encore fait, donc pour le moment, elle est bien comme ça, parce qu'il y a déjà pas mal de poids sur l'arrière.
Un jour, tu mettras ta tête ici, je vais lâcher le coffre et puis ça va tu vas voir, ça fait bizarre. Alors, très rapidement, je vais vous parler de l'intérieur. Rapidement parce que bah, c'est assez simple finalement. Le volant, les manos. Ici, normalement, il y a une tablette qui n'est pas chargée, qui n'est pas là pour le moment. Mais voilà, il y a une tablette avec toutes les infos dessus, de la Max Sécu que Max a programmé. Le frein à main. Et ça, c'est le poteau Antoine qui me l'a fait. Ça, par contre, les gars, ça, c'est la vie. Ça, c'est génial. C'est le shifter de chez Drift Shop. Ça permet d'engager facilement et précisément. Je rate plus de vitesse grâce à ça. La course, elle est vraiment réduite. Et ça engage franchement. Tu peux pas te tromper en fait. Tu vois, par exemple, là, tu es en 2. Tu fais 2, 3. Tac, tu pousses. 3, 4, tu tires. Il y a vraiment, c'est instinctif et précis. Donc ça, c'est top. Allez, on a assez discuté. Je vous balance 1 minute de rupteur de Supra dans la montagne. J'avais ça de côté. C'est pour vous, c'est cadeau. Voilà les potos, bon, là-dessus, moi je vous laisse, hein, je vais faire des rupteurs tout seul dans la Supra parce que j'aime bien, voilà, c'est cool. Pensez à vous abonner, laissez un like si la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mets aussi le lien du groupe Facebook, la Switcherie, on est déjà plus de 6000 là-dedans, c'est un gros n'importe quoi, c'est un vrai bordel. Voilà, bisous, à la prochaine. Si vous avez envie d'une vidéo comme celle-là sur une autre voiture, pensez à le dire aussi. Et puis voilà, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Bisous, ciao, ciao. Allez, ciao, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.